C'est que si tu vas sur photo, tu appuies sur live, il te montre 3 secondes avant. Comment est-ce que l'iPhone il sait que tu vas prendre la photo? Il sait pas, donc il filme tout le temps. Il n'y a plus rien qui est privé, la vie privée ça n'existe pas, c'est une sombre illusion. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Rabin des Bois, auteur, hacker, speaker, chanteur, acteur, menteur, imposteur. On est là pour Melchi pour analyser des séries et des films sur le hacking et jauger si c'est réaliste ou pas. Alright. Pin number... Who'd you learn this stuff from anyway? From my mom. My real mom, I mean. Withdraw 300 bucks. Come on, baby. Come on, come on, come on. Yes. Hey, it worked. All right. Easy money. On a 2 petits garçons qui utilisent une carte bleue vierge sur laquelle eux-mêmes, après, ils ont imprimé les numéros de carte de crédit qu'ils ont récupérés, j'imagine, au préalable ou auparavant. Et en fait, ce qui se passe, le logiciel essaye en fait de déchiffrer quel est le code PIN à 4 chiffres qui serait valable. Et donc, on voit les numéros qui s'effacent un à un. Maintenant, ça se fait plus comme ça. Je suis même pas sûr que ça soit véritablement très réaliste. En gros, par contre, il y a quelque chose qui est assez similaire à l'heure actuelle. C'est des boîtiers qui se posent sur les automates de distributeurs de billets et qui, en fait, après, eux, vont avoir comme information toutes les cartes de crédit qui seront passées dedans. C'est assez technique, mais ça se trouve en vente sur le darknet ou sur Internet. Ça peut être crédible que 2 gamins de cet âge-là fassent des petits coups comme ça. J'ai commencé à cet âge-là, mais pas du tout dans la vraie vie, pas du tout avec les banques, les trucs. Je suis un mec de la chambre, quoi. Je suis devant mon écran, mon ordinateur, je passe 15 heures par jour devant un ordi, et voilà. J'ai pas beaucoup d'amis, et mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai jamais vus, quoi. Et ce qui m'a poussé, en fait, à vraiment débuter là-dedans, c'est le besoin d'argent. J'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, et j'ai pris une gifle de lucidité. J'ai réalisé très vite que j'étais pauvre, et j'ai compris que je voulais pas le rester aussi. Très rapidement, en fait, l'écran, pour moi, c'était un refuge. Mais c'est devenu mon secteur d'activité parce que je me rendais compte qu'il y avait énormément d'argent en fait qui pouvait être gagné par le numérique en fait, par le cyber, par l'écran. On était plutôt sur tout ce qui était Darknet Market. C'est une plateforme de vente. Les produits qui se vendent le plus en fait c'est des drogues et du coup ça c'est quelque chose auquel j'ai jamais touché ou les armes, quelque chose comme ça. Ce qui m'intéressait moi c'était donc la data, les données, tout ce qui était adresse email, carte de crédit, mot de passe. Ouais, j'ai directement compris que c'était illégal, mais je pensais que c'était beaucoup plus intelligent de faire ça que d'être dans la rue, en fait. Parce que là où tu vends du shit et tu finis arrêté ou en garde à vue ou quoi que ce soit, et tu peux vendre de la data, gagner beaucoup plus d'argent et au final ne pas spécialement être emmerdé, quoi. C'est la merde, la pire DDoS que j'ai jamais vue. T'as reconfiguré le DNS? Oh, Dieu préserve la voix en français. Alors arrête les services. J'ai déjà arrêté les services. J'essaie de rebooter les serveurs, mais ils veulent pas se rallumer. Quelqu'un est à l'intérieur de leur réseau en train de le doigter bien comme il faut. Pour le coup, j'ai regardé cette série. C'est réalisé par Sam Esmail. Et Sam Esmail, en fait, ça a été l'un des premiers réalisateurs à dire « Ok, il y en a marre de faire du hack flashy. J'en ai marre de voir des non-sens à l'écran. J'en ai marre de voir des choses qui sont pas crédibles et qui sont pas réalistes. » Et donc Sam Esmail, dans Mr. Robot, a vraiment fait en sorte que tout soit réel et réaliste. Il s'est même entouré d'anciens employés du FBI qui étaient dans le pôle cybersécurité, si je dis pas de conneries, et qui, eux, du coup, leur mission, c'était de faire en sorte que tout soit crédible et que tout soit réel. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que Mr. Robot a connu le succès qu'elle a connu, je pense. C'est parce que c'est pas fake, en fait. Il y a un côté authentique. Tout ce qu'on voit à l'écran est véritable et véridique. Un DDoS, c'est un Denial Distribution of Service. En gros, c'est un mot bien fancy pour dire que c'est comme si tu avais 50 porcs qui essayaient de passer par une chatière en même temps, tu vois. Genre, ça passe pas. C'est juste ça, mais tu remplaces les animaux par du trafic. C'est comme si tu avais 150 000 personnes qui essayaient de se connecter en même temps sur un même site à un endroit bien précis, et ce qui fait que ça passe pas, en fait, comme la chatière. Et donc, du coup, tout crache. Malgré les entreprises en cybersécurité qui donc sont censées arrêter toutes les attaques et tout, c'est du temps réel en fait. Ça dort jamais, ça s'arrête jamais. Il faut savoir aussi que les attaquants, ils ont à peu près 3 mois d'avance sur les compagnies d'antivirus, sur tout ce qui est actualité du code, développement de malware, ils ont à peu près 3 mois d'avance. En défense, la partie défense, cybersécurité, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. La partie attaque, ils sont tout le temps en train d'attaquer, mais ils sont aussi en train de prévoir les attaques de demain, en fait. Ce qui fait qu'on peut penser qu'une fois qu'on engage une entreprise en cybersécurité, on n'aura plus de problème, mais c'est pas du tout ça. Ça veut dire que si tu l'engages, c'est que tu peux voir que tu vas avoir des problèmes, en fait. Tu deviens une cible, donc tu as besoin de sécurité. C'est hyper crédible, du coup, un DDoS sur une entreprise comme ça, c'est quelque chose qu'on voit quasi quotidiennement. Les attaques DDoS, de toute façon, il y en a là actuellement, il y en a tout le temps, en permanence. Il n'y a pas d'intrusion à proprement parler, c'est plus de la déstabilisation pour faire tomber le site en fait de la personne. Pourquoi ils font ça? Ça dépend. Tu peux être une entreprise qui vend
Je te dis n'importe quoi. Tu vends des carottes et demain, il y a ton concurrent qui vend 100 fois plus de carottes que toi sur son site internet. Bah, tu vas aller DDoS son site de façon à ce qu'il ne puisse plus vendre de carottes. Je suis vraiment en train d'utiliser des carottes dans un putain d'exemple. Non, mais en gros, c'est la concurrence, exactement. En fait, tu es obligé d'engager une entreprise de cybersécurité à un certain moment parce que c'est nécessaire pour la survie et la pérennité de ton business, en fait. Donc, c'est au même titre que certaines personnes ont de la sécurité dans la vraie vie parce que sinon, ils seraient attaqués. You headed home already? Yeah. I'm not feeling so well. Dans la scène qu'on vient de voir, Snowden sort du bâtiment, je pense que c'est la NSA, avec dans son Rubik's Cube une carte SD en fait qu'il a dissimulée de façon à pouvoir extraire des données de ce lieu-là. Parce qu'il faut savoir qu'en gros, les agences gouvernementales comme ça, les trucs à 3 lettres, là, CIA, FBI, NSA, tout ça, tout ce que vous voulez, même DGSI ou DGSE, c'est très contrôlé. Les entrées, les sorties, c'est pas du tout, tu arrives avec une clé USB, tu plugues le truc et tu fais « Ah, j'ai hacké la NSA ». C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un employé interne qui pourrait véritablement faire des dégâts à l'agence, quoi. En l'occurrence, Snowden, il travaillait là-bas. Tout est une histoire vraie. Snowden a vraiment travaillé pour la NSA et la CIA. Snowden, quand il fait ce qu'il fait, bah, il prévient le monde entier. Il a révélé que la NSA avait un programme global de surveillance massive. Mais si une révélation comme celle de Snowden n'engendre pas une révolution, une réelle révolution, un renforcement, quelque part, il n'y a rien qui va pouvoir le faire. Parce que ça veut dire que les gens ne se soucient pas assez de leur liberté, en fait. Ils sont d'accord pour se faire espionner et que ça entrave toutes les règles de la Constitution française ou américaine, d'ailleurs. La seule prise de conscience, après, je pense qu'elle peut passer par le personnel. C'est-à-dire, moi, je sais que le hack et l'ordinateur et l'écran, en général, a changé ma vie. Même pas la vision de ma vie, ça a changé ma vie réellement. J'ai pas de CDI, j'ai pas besoin d'avoir un patron, j'ai pas besoin d'avoir un job. J'ai déjà fait une journée où j'ai gagné 10 000 euros. Et quand tu gagnes 10 000 euros en une journée, t'en as plus rien à foutre de gagner 10 000 euros en un mois, ou voilà quoi. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que l'écran va supprimer l'intermédiaire entre l'État et nous, en fait. Internet peut changer ta vie. Montrer que ils auraient plus jamais besoin de se lever à 8h du mat pour aller bosser pour un boss qui les déteste et qui voilà quoi. Ça, je pense que ça peut faire un impact. Mon expérience personnelle, c'est le contraire. J'ai passé de l'illégalité à la légalité. J'ai fait un petit peu l'inverse. Pendant un long moment, j'ai gagné ma vie illégalement. Mais depuis que je me suis fait arrêter à cause de Sciences Po, je le fais de façon totalement légale. Mais la frontière entre les deux est très très fine de toute façon. Mais en gros, j'étais étudiant, j'ai passé le concours 3 fois d'admission à Sciences Po. Je me suis fait recaler, je les ai appelés, je leur ai dit Shalom les frérots, il y a un problème dans votre site, s'il vous plaît acceptez-moi, j'aimerais bien être Sciences Piste et NARC, aller au gouvernement. J'ai trouvé une faille de sécurité sur leur site en fait. Il y avait une faille de type SQL et j'ai récupéré une base de données dans laquelle il y avait des informations sur 220 000 personnes plus tous les étudiants qui étaient à Sciences Po. En fait, en parlant avec eux, moi tout ce que je c'était rentrer à Sciences Po et qu'ils portent pas plainte. Parce que je voyais ça comme une porte de sortie de ma vie justement illégale en fait. Et je me disais que j'allais laver mon parcours en justement devenant Sciences Piste. Et après essayer de faire quelque chose. Mais le problème c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça parce qu'ils n'ont pas tenu leur parole. Ils avaient promis qu'ils allaient pas porter plainte et ils ont porté plainte. Du coup je me suis fait arrêter et j'ai été jugé pour ça. Et merci le système. C'est de bonne guerre. Mais tranquille après. J'ai sorti un livre et tout, on les a détruits. C'est un peu de la dinguerie de dire ça, mais pardonnez-moi, Seigneur est miséricordieux, s'il vous plaît. En l'occurrence, moi, après, le hack de Sciences Po, pour être très franc, c'était très simple. N'importe qui aurait pu le faire et c'est pas du tout mon plus grand fait d'armes. Mais après, c'est celui qui a été le plus rentable pour moi. Parce que j'ai transformé une SQL en une carrière d'écrivain et je sais même pas pourquoi. I'm getting hacked. A porch game? No, this is major. Already burned through the NCIS public firewall. Well, isolate the node and dump them on the other side of the router. I'm trying. It's moving too fast. Oh, this is not good. Bon, alors c'est extra. Franchement, il est ultra connu dans le milieu parce que c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est vraiment les producteurs d'Hollywood qui prennent le téléspectateur pour une viande et qui disent tiens, et si on mettait du pop-up, du flashy, du truc, du machin. C'est pas bon pour ma dépression ce que vous êtes en train de me faire regarder. Hein. C'est genre là on est dans une absence de crédibilité qui est totale quoi. C'est juste c'est flashy quoi, c'est pour les yeux. En vérité il y a rien de réel quoi. Je veux dire la personne qui a imaginé cette séquence c'est dans un monde parfait, la foudre devrait s'abattre sur elle, tu vois. Tout est faux. Il y a pas un logiciel qui est réel, il y a pas je veux dire ils codent à deux sur le même clavier. C'est comme si je sais pas. C'est comme si deux personnes essayer d'écrire la même phrase en même temps, au même moment, sans savoir de quoi ils parlent. C'est juste impossible, en fait. On te prend tellement pour un con, c'est-à-dire ils prennent tellement le téléspectateur pour une viande qu'ils se disent « Ah il va penser que ça code plus vite ». Alors que c'est
Pas du tout comme ça que ça marche, quoi. Dans la vie, c'est pas comme ça. C'est-à-dire les pop-up comme ça, là, c'est en 2011. C'est les arnaques du genre, tu veux devenir millionnaire, clique ici. C'est pas du tout ce que tu vois dans la vraie vie quand tu es en train de te faire hacker ou quoi que ce soit. Ou même quand tu hackes quelqu'un. Il n'y a pas une avalanche de pop-up de toutes les couleurs, en fait. Dans la vraie vie, tu vas avoir des lignes de code sur une console, un terminal, tu vas avoir Nmap, tu vas avoir plusieurs trucs. Tu vas avoir plein de logiciels. Tout ce que tu vois dans Mister Robot, par exemple, tous les outils utilisés, tous les logiciels utilisés,